Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier le fonctionnement des noyaux gris centraux cérébraux. Alors ces noyaux gris centraux cérébraux, nous les avions mis en place lorsque nous avons étudié la morphologie cérébrale et ils constituent des amas de substances grises qui sont situés au centre de chaque hémisphère, répondant à la substance blanche et aux ventricules latéraux, ventricule latéral dans chaque hémisphère, qui est la cavité de l'hémisphère cérébral. Alors ces noyaux gris centraux, pourquoi sont-ils importants? Bien, tout simplement parce qu'ils vont comporter des circuits neuronaux qui vont avoir un rôle fondamental dans la motricité automatique, c'est-à-dire dans l'exécution des mouvements automatiques ou appris, tels que la marche, ou par exemple, pour les instrumentistes d'entre vous, eh bien, le fait de jouer par exemple du piano en déroulant de façon automatique les mouvements des doigts, ce qui permet en quelque sorte au cortex d'interpréter quand les noyaux gris centraux exécutent le mouvement de façon automatique. Alors, quand on parle des noyaux gris centraux, de quoi parlons-nous? Eh bien, on parle en vue latérale d'un hémisphère cérébral et en projection, tout d'abord, d'une portion du thalamus. Le thalamus, vous le savez, c'est un agrégat de noyaux dont la partie antérieure, et en particulier le noyau ventrolatéral, vont intervenir dans ce système. Autour du thalamus va venir s'enrouler le noyau caudé, présentant une tête antérieure globuleuse, un corps, puis une queue qui s'engage dans le lobe temporal et qui vient se terminer au voisinage du complexe amygdaloïde qui soulève l'incus temporal. Latéralement par rapport à ces noyaux, le noyau lenticulaire va former une sorte de pyramide dont la face externe regarde vers le claustrum et vers l'insula et dont le sommet va venir se placer en direction du thalamus. Associés à ces trois noyaux principaux, nous allons trouver sous le thalamus et dans le mésencéphale deux autres noyaux, le noyau subthalamique et la substance noire, qui vont intervenir dans ces systèmes. Plus précisément, lorsque nous étudions le fonctionnement des noyaux gris centraux, nous parlons d'un système qui est le striatum. Et le striatum va comporter en réalité deux parties, je le définis d'emblée pour ne pas y revenir après, une partie dorsale, et c'est de cette partie que nous allons parler, impliquant le noyau caudé et une partie du noyau lenticulaire, le putamen. Il existe par ailleurs une portion ventrale du striatum, et cette partie ventrale, eh bien, nous pouvons la définir sur cette coupe frontale très antérieure qui passe par la corne frontale du ventricule latéral et sur laquelle vous voyez le corps calleux, le septum pellucidum, les colonnes du fornix, ici la tête du noyau caudé qui est relié par des ponts de substances grises au putamen, donc au noyau lenticulaire. Et ces deux structures vont effectivement constituer la portion dorsale du striatum. Il s'agit d'un noyau d'origine télencéphalique qui est un noyau unique au départ, mais qui, lorsque les voies pyramidales descendent du cortex vers le tronc cérébral, eh bien, va être fragmenté. Et c'est cette fragmentation qui, en avant, forme des stries transversales, donnant à cet ensemble le nom de striatum. Il existe, parallèlement à cela, et ici, dans la région antérieure, vous voyez ici le cortex paraterminal, puis le cortex de la région entorhinale, eh bien, une portion ventrale de ce striatum, avec ici notamment le noyau accumbens septi, impliqué dans les phénomènes de dépendance aux drogues, et qui constitue la portion ventrale du striatum, et qui fonctionnellement va être rattaché au système limbique. Nous allons dire un mot de morphologie de ce système, qui sont des structures que nous avions déjà étudiées, puis nous allons insister sur la systématisation.
Alors d'un point de vue morphologique, ces noyaux s'organisent dans la partie profonde du cerveau et ils présentent à décrire en avant du corps calleux, ici représenté, sectionné au niveau de son genou, le thalamus, volumineux agrégat de noyaux de forme ovoïde et d'axe orienté vers l'arrière et latéralement, dont la face médiale est ici parcourue par l'abénula, venant tendre la toile choroïdienne du troisième ventricule, dans laquelle nous avons réalisé ici une fenestration permettant de passer de la fissure transverse du cerveau qui se situe au-dessus d'elle à la cavité du troisième ventricule qui se situe en dessous. La face supérieure du thalamus est parcourue ici par le ténia thalamique et va être ensuite couverte par le noyau caudé, dont nous voyons ici la tête, puis le corps du noyau caudé et la queue du noyau caudé qui va s'engager dans le lobe temporal où elle va se terminer, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, en regard du complexe amygdaloïde. Le noyau caudé forme avec le thalamus un sillon, le sillon thalamo-caudé, dans lequel chemine la veine thalamo-caudée. Latéralement, le noyau lenticulaire va venir s'interposer, délimitant entre lui et le thalamus d'une part, le noyau caudé d'autre part, un espace dans lequel va s'engager de la substance blanche venant former, je l'évoque comme ceci, la capsule interne présentant un bras antérieur, puis un genou et un bras postérieur venant faire communiquer le centre ovale avec la substance blanche du mésencéphale. Voici la capsule interne. Nous avons placé par ailleurs, pour compléter cette coupe, les corps géniculés latéral annexés aux voies visuelles, corps géniculé médial annexé aux voies auditives, reliés par leurs bras au colliculus. Voici le colliculus supérieur, le colliculus inférieur, et entre les deux colliculus, la glande ou corps pinéal qui apparaît appendue à la commissure de l'abénula. Si nous réalisons une coupe frontale moyenne qui passe par cet ensemble de noyaux, nous allons pouvoir repréciser ces structures que nous avions déjà étudiées. Elles se disposent en dessous du corps calleux qui représente ici la principale commissure interhémisphérique et elles vont être constituées donc par le thalamus dont nous voyons ici la face médiale, la face supérieure, la face latérale et la face inférieure. Au-dessus du thalamus se place le noyau caudé que nous allons sectionner ici au niveau de son corps. Voici la section du noyau caudé, délimitant avec le thalamus le sillon thalamo-caudé dans lequel se place la veine thalamo-caudée. Appendu à la face inférieure du corps calleux, le septum pellucidum vient relier le corps calleux au fornix, dont nous voyons ici le corps, bordé du ténia du fornix, tendant avec le ténia du thalamus, la mince fissure choroïdienne ou toile choroïdienne du ventricule latéral, dont nous tapissons ici la paroi d'épindyme. Voici le plexus choroïde qui se développe dans le ventricule latéral. Et ici, l'épindyme venant tapisser la paroi latérale et le plancher de ce ventricule. Sous le fornix et tendu entre les deux abénulas, la toile choroïdienne ici du troisième ventricule va former le toit du V3, troisième ventricule, qui s'inscrit dans la forme d'une fente sagittale antéro-postérieure, au toit de laquelle est appendu le plexus choroïde du troisième ventricule, et donc au centre de la coupe, tapissée de pimère, colorée ici en rouge, la fissure transverse du cerveau, décrite par Bichat, dans laquelle nous allons trouver du liquide cérébrospinal des espaces subarachnoïdiens cérébraux, avec au centre les veines cérébrales internes qui sont aisément reconnaissables en imagerie médicale.
Latéralement, le noyau lenticulaire va venir se placer, délimitant avec le noyau codé et le thalamus la capsule interne. Voici ce noyau lenticulaire dont la couche externe est constituée, comme vous le savez maintenant, par le putamen qui, d'un point de vue fonctionnel, a exactement la même chose que le noyau codé. Et nous avons deux noyaux internes, le globus pallidus externe et le globus pallidus interne, qui vont travailler en réseau avec les noyaux précédents. La capsule interne vient donc se placer entre ces éléments. Elle va pouvoir, en fonction du niveau de coupe, contenir des fibres de projection descendantes d'origine corticale, ascendantes d'origine thalamique, ou encore venir présenter ici des projections cortico-striées. Ces fibres s'intercroisent avec les fibres commissurales issues du corps calleux, au-dessus duquel on va pouvoir placer maintenant la fissure interhémisphérique. En dehors du noyau codé, le claustrum vient former une mince lame de substance grise, délimitant avec la face latérale du putamen la capsule externe dans laquelle va cheminer le faisceau longitudinal inférieur, et en dehors de lui et entre lui et le cortex ici représenté de l'insula, délimiter la capsule extrême dans laquelle chemine une partie des fibres du faisceau longitudinal interne. Voici donc ces structures. Et enfin, en dessous, sous la face inférieure du cerveau, nous avons fait passer ici la coupe par le tubercule mammillaire, puis la face inférieure ici de l'encéphale. Eh bien, vous savez que sous le thalamus se trouve la région hypothalamique médialement, avec en particulier ici le tubercule mammillaire, soulevé par un ensemble de noyaux venant constituer la portion postérieure de l'hypothalamus. Et nous avons en dehors la région subthalamique où nous allons trouver la zona incerta et surtout ici le noyau subthalamique ou corps de Lewis, décrit par Lewis, il faut l'appeler maintenant noyau subthalamique, qui va intervenir dans le fonctionnement de ces noyaux. Donc rien de bien nouveau par rapport à ce que nous avions vu, mais simplement pour resituer l'ensemble de ces structures. Alors maintenant, abordons la physiologie, le fonctionnement de ces noyaux qui, comme nous l'avons dit au début de ce cours, sont impliqués dans la génération, le déroulement, l'harmonie des mouvements automatiques et appris, et qui, avec l'ensemble des voies motrices d'origine sous-corticale, constituant donc ce qu'on appelle aussi le système extrapyramidal, va intervenir dans la gestion du mouvement automatique, dans l'inhibition des mouvements involontaires, et également intervenir dans la coordination du tonus musculaire. Alors ce fonctionnement, il se fait en communication avec le cortex, et en particulier avec les aires motrices et prémotrices. Il s'agit dans la classification de Brodmann des aires numérotées 4, 6 et 8, et va constituer un ensemble de boucles cortico-sous-corticales dont l'effecteur principal, dont l'effet principal, bien sûr, c'est l'influx moteur, et nous signifions ici cet influx par cette flèche rouge qui constitue le tractus corticospinal. Il existe également des efférences extrapyramidales, notamment dans la voie rubrospinale et la voie réticulospinale. Je ne rentrerai pas dans les détails. Alors, comment les choses se constituent-elles ? Eh bien, nous avons donc un point de départ qui est le cortex, et nous avons donc une voie d'entrée dans cet ensemble du striatum dorsal qui est formé donc par le striatum égale putamen plus noyau codé. Cet ensemble fonctionnel va
intégrer le pallidum externe, le pallidum interne, le noyau subthalamique, le noyau ventrolatéral antérieur du thalamus moteur et, dans le mésencéphale, faire intervenir la substance noire, dont vous savez qu'elle est constituée d'une partie postérieure compacte contenant les neurones dopaminergiques qui auront des projections vers le striatum et comprenant une partie antérieure réticulée, c'est la pars reticulata, substance noire réticulée, qui fonctionnellement est exactement la même chose que le pallidum interne. Ce système, eh bien, nous allons le prendre un peu à l'envers, en quelque sorte. Il faut comprendre, il faut admettre que le thalamus antérieur, le thalamus moteur, est constitué de neurones qui sont en constante activité. Ce sont des neurones qui vont avoir une forte action, que je dessine en vert ici, facilitatrice, activatrice du cortex moteur, du cortex frontal, et qui va donc faciliter le mouvement. Et l'excès d'activité de ce thalamus antérieur, de ce thalamus moteur, peut entraîner des mouvements anormaux. Au contraire, un défaut d'activité entraînera une akinésie, comme par exemple dans la maladie de Parkinson. Ce noyau facilitateur du cortex va être inhibé par les neurones du pallidum interne. Le pallidum interne est le noyau inhibiteur du thalamus moteur, thalamus antérieur. Ce qui signifie donc qu'un excès d'activité de ce pallidum interne va entraîner une raréfaction du mouvement, une raideur, une akinésie. Un défaut de son activité entraînera un excès d'activité du cortex. Le noyau subthalamique contient, lui, des neurones qui sont activateurs du pallidum interne. À partir de ces éléments posés, comment fonctionne le système des noyaux gris centraux? Eh bien, tout part du cortex moteur, prémoteur, qui va stimuler, activer le striatum, c'est-à-dire le putamen, et le noyau codé. À partir de cet influx activateur cortical, deux voies sont présentes. Une voie directe, comprenant des neurones inhibiteurs, qui se projettent sur le pallidum interne. Cette voie directe va donc inhiber les neurones qui sont eux-mêmes inhibiteurs du thalamus moteur. Cette double inhibition entraîne de fait une activation du thalamus moteur et donc une facilitation de l'activité du cortex moteur, donc une facilitation du mouvement. Voie directe. La voie indirecte est toujours mise en jeu par le cortex frontal, essentiellement. Elle contient des neurones inhibiteurs qui se projettent sur le pallidum externe. Les neurones du pallidum externe sont eux-mêmes inhibiteurs du noyau subthalamique. On parle effectivement ici d'une voie indirecte dans la mesure où elle fait intervenir un certain nombre de noyaux supplémentaires par rapport à la voie courte directe. Or, nous l'avons dit, le noyau subthalamique est activateur du pallidum interne. Quelle est la fonction de cette voie indirecte? Eh bien, cette voie indirecte, lorsqu'elle est mise en jeu, va avoir pour effet d'activer
de faciliter l'activité des neurones du noyau subthalamique, ce qui va entraîner une activation du pallidum interne, qui va donc avoir un effet inhibiteur sur le thalamus moteur, et donc va diminuer cet influx thalamo-cortical, et donc va inhiber le mouvement. La voie indirecte est par conséquent antagoniste de la voie directe. Ce système est modulé par l'activité de la partie compacte de la substance noire. La substance noire, locus niger, qui est située dans le mésencéphale, présente des neurones dopaminergiques qui vont avoir une projection sur le striatum. C'est une projection nigro-striatale. Or, en fonction de la nature des récepteurs dopaminergiques présents dans le striatum, eh bien cette voie, elle va pouvoir être activatrice, et elle est notamment activatrice de la voie directe, ou elle peut être inhibitrice, et elle est en l'occurrence inhibitrice de la voie indirecte. Ceci s'explique donc par la nature des récepteurs dopaminergiques présents dans les circuits considérés. Ainsi donc, cette voie du locus niger est facilitatrice de la voie directe, donc de la voie activatrice du cortex moteur, facilitatrice, et elle est inhibitrice de la voie indirecte, donc elle est inhibitrice de la voie qui inhibe l'activité du thalamus moteur, donc qui inhibe l'influx thalamo-cortical. Et donc ces deux voies résultent du même rôle, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux activatrices de la motricité automatique. Plusieurs dysfonctionnements peuvent concerner ces circuits. Et le premier dysfonctionnement, la première maladie connue, relativement fréquente, c'est la maladie de Parkinson. Et la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui va concerner la portion compacte dopaminergique de la substance noire du mésencéphale. Lorsqu'il existe, comme dans la maladie de Parkinson, une disparition de ces projections dopaminergiques nigro-striatales, nous allons avoir une interruption de cette voie stimulatrice de la voie directe et inhibitrice de la voie indirecte, et il va en résulter une diminution du tonus thalamo-cortical, ce qui va créer de l'akinésie, de la raideur, une raréfaction du mouvement. Et effectivement, dans la triade parkinsonienne, raideur et akinésie s'explique par l'interruption de ces voies motrices sous-corticales. Il existe également le tremblement du parkinsonien, qui est un tremblement de repos et qui ne peut pas s'expliquer à partir de cette systématisation. Dans la maladie de Parkinson, un des traitements qui est donné, c'est la lévodopamine, donc un précurseur de la dopamine, qui va donc avoir pour objectif de compenser ce déficit de projection dopaminergique de la substance noire vers le striatum. Il y a également la possibilité, en cas d'inefficacité de ce traitement, d'implanter des électrodes dans les deux noyaux subthalamiques, ce qui a pour effet non pas d'activer le noyau subthalamique, mais d'en inhiber le fonctionnement. L'inhibition du noyau subthalamique stimulant le fonctionnement du pallidum interne, l'inhibition du noyau subthalamique cessant d'activer le pallidum interne, c'est ça, ce qui diminue l'effet freinateur sur le thalamus antérieur et donc facilite le mouvement, ce qui permet aux parkinsoniens de retrouver
une motricité. Les résultats sont d'ailleurs tout à fait spectaculaires. Premier point, maladie de Parkinson. Dans une deuxième application, eh bien, il peut exister, par exemple d'origine vasculaire ou infectieuse, des altérations du noyau subthalamique. Il s'agit ici de la physiopathologie de l'hémibalisme. Là, il s'agit cette fois-ci d'une pathologie des noyaux centraux par excès de mouvement. Lorsque le noyau subthalamique est altéré, par exemple lors d'une nécrose, lors d'un petit AVC du mésencéphale, eh bien, la disparition, la lésion de ce noyau va entraîner, là aussi, une disparition de l'activation du pallidum interne. Or, le pallidum interne étant inhibiteur du thalamus, si le noyau subthalamique est lésé, eh bien, il n'y aura plus d'inhibition du thalamus antérieur, ou moins en tout cas d'inhibition, ce qui va entraîner une activation de l'influx thalamo-cortical et donc va créer du mouvement, une hyperkinésie. Et effectivement, dans l'hémibalisme, eh bien, les patients vont présenter des mouvements anormaux de grande amplitude et qui prédominent d'un côté au niveau de la racine des membres, membre supérieur, membre inférieur. Enfin, une dernière maladie, qui est cette fois-ci une maladie génétique, est la chorée de Huntington. Dans la chorée de Huntington, la lésion prédomine, existe au niveau du striatum. Et on observe en particulier chez ces patients une atrophie, notamment du noyau codé, avec en imagerie un élargissement du ventricule latéral, la paroi du ventricule latéral étant constituée en partie par ce noyau. Là, cette fois-ci, nous avons dans la chorée de Huntington une atteinte du striatum, c'est-à-dire une atteinte de l'entrée de ce système. Et si l'on prend l'exemple de la voie indirecte, eh bien, l'arrêt de l'inhibition du pallidum interne fait que le pallidum interne va entraîner un excès d'inhibition du noyau subthalamique, donc un défaut d'activation du pallidum interne. Or, le pallidum interne étant modérateur du thalamus antérieur, eh bien, on va avoir là aussi un excès d'activité du thalamus antérieur moteur, donc un excès d'activité du tonus thalamo-cortical, ce qui va créer des mouvements anormaux. Voici donc le fonctionnement de ces noyaux gris de la base, constituant des boucles sous-corticales qui permettent le déroulement harmonieux des mouvements automatiques et appris, tels que la marche, et dont les dysfonctionnements entrent dans le cadre de pathologies motrices déterminant des syndromes extrapyramidaux, puisqu'il s'agit de voies motrices qui sont d'origine sous-corticale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.